L'idée, c'est de prendre des maisons avec des grandes surfaces, de les diviser en petits appartements et de pouvoir générer du cash grâce à ça, et qui m'a permis aujourd'hui d'être proche d'une 40aine de lots en région parisienne. Il faut comprendre une chose, on ne travaille pas le jour où on signe un compromis. Tous les partenaires bancaires, je vais les solliciter au même titre que les agents IMO. J'ai commencé la première OP, je l'ai fait toute seule. Alors j'ai fait des conneries. J'avais construit un escalier extérieur sans l'accord de la mairie, j'ai dû le détruire. Ça m'a coûté 5 000 €, je connaissais à rien. L'idée là, c'est pas qu'on me vende une renta déjà faite, c'est que moi je crée ma renta. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Diviser une maison pour en faire plusieurs appartements, sur le papier ça semble évident pour augmenter la rentabilité, mais dans la pratique peu d'investisseurs s'y frottent par peur des règles, des travaux ou tout simplement parce qu'ils ne voient pas le potentiel que cache ce type d'opération. Et pourtant c'est une des stratégies les plus puissantes pour générer du cash flow en immobilier et locatif tout en se constituant un vrai patrimoine solide et transmissible. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec Christophe Allais, notre invité du jour, ancien banquier, devenu investisseur à plein temps, et qui a fait de cette stratégie sa spécialité. Christophe, que tu connais déjà, on l'a déjà reçu sur le podcast précédemment. À force de multiplier les opérations en région parisienne, il a affiné une méthode redoutable, acheter des maisons, les diviser intelligemment, officiellement, et générer entre 1000 et 1500 € de cash flow par opération. Dans cet épisode, on parle des critères ultra concrets pour repérer un bien à diviser, les erreurs à pas faire quand on lance sa première opération, du rôle crucial aussi du financement, et comment se faire financer au-delà des 35% d'endettement, et de l'arbitrage entre garder ou revendre selon tes objectifs patrimoniaux. Un épisode très terrain avec des chiffres, des exemples et surtout beaucoup de bon sens à écouter si tu veux passer un cap dans ton parcours d'investisseur. Et si tu veux te lancer et passer à l'action cette année dans l'immobilier, Christophe organise prochainement du 6 au 13 juillet prochain un challenge gratuit de 5 jours pour te faire découvrir chaque étape d'un projet immobilier locatif réussi. C'est un événement gratuit et les infos sont sur la page de l'épisode investisseuravec40.com/247. Je ne pousse pas souvent des programmes de mentoring, mais Christophe est quelqu'un de sérieux avec qui saura te faire progresser. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur la division de maison avec Christophe. Justement, c'est parti. Hello Christophe, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Le retour. Ouais, le retour, le 2. C'est très cool. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on avait parlé d'une stratégie en particulier que toi, tu as déployée pour tes invests. C'est vrai que dans les derniers épisodes où on s'est parlé, on n'a pas trop été trop en profondeur sur ton parcours, notamment on était beaucoup axé sur le financement. Mais peut-être tu peux faire une sorte de vol d'oiseau de où est-ce que tu en es toi dans ton parcours et comment cette stratégie dont on va parler aujourd'hui, elle est donc de la division d'immeubles, elle est intervenue et comment ça. Ouais, c'est clair. Sur le premier épisode qu'on avait fait ensemble, on parlait beaucoup financement puisque du coup j'ai un parcours bancaire, j'ai travaillé 15 ans à la banque. Donc comme je te le disais, j'ai fait tous les postes de la banque de réseau. Mais c'est vrai que j'ai développé à côté de ça un patrimoine immobilier. Donc en me lançant en parallèle pendant que je travaillais à la banque sur l'investissement et sur une stratégie très particulière qui est la division de maisons pour la transformer en immeuble. Donc l'idée, c'est de prendre des maisons avec des grandes surfaces, de les diviser en petits appartements et de pouvoir générer du cash grâce à ça parce que tu vas valoriser le mètre carré et du coup tu vas pouvoir toucher plus de loyers, lisser le risque parce que tu as plus de locataires, donc moins de risques d'impayés. Enfin, tous les locataires ne vont pas ne pas te payer en même temps. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage et du coup, c'est vraiment la stratégie que j'ai mis en place et qui m'a permis aujourd'hui d'être proche d'une 40aine de lots en région parisienne principalement. Donc quand je parle de lots, je parle pas de biens, je parle vraiment de lots. Donc par exemple, une maison que je divise en 3 lots, voilà, ça fait 3 loyers qui rentrent. Avant même cette stratégie-là, toi, tu avais commencé à faire beaucoup de locatifs aussi. Sur quelle typologie de biens, en fait? J'ai fait que ça, en fait, depuis 2015. Donc, j'ai commencé il y a 10 ans l'investissement locatif. J'ai commencé tout de suite. Mon premier achat, c'était une division de maison, donc en 2 lots. Ma résidence principale et un locatif en dessous. Donc, j'ai vraiment commencé par ça et j'ai fait que ça. Je n'ai qu'un bien en copropriété, donc un studio en copropriété, parce que c'était vraiment une affaire. Je l'ai acheté 68 500 € pour un bien qui valait 110, 120. Donc, on a 1 kilomètre de Paris, mais sinon, tout le reste, c'est que de la maison divisée pour faire de l'immeuble. On n'avait pas visité d'ailleurs chez toi, tu m'avais montré. Ouais, tout à fait. C'est la même typologie de biens, donc dans le Val-de-Marne. Après, j'en ai aussi un peu en Seine-Saint-Denis, dans le 77, vers chez toi. J'en ai un peu partout. Ok, ouais, non, ça me revient. Ouais, donc l'idée, c'était même pour ta RP, en fait,
d'acheter le bien, de vivre dedans, de visualiser là où tu pouvais découper pour pouvoir mettre en location. Ouais. Et je trouve que c'est une stratégie ultra gagnante parce que quand tu achètes une RP et que tu divises, du coup, tu as des locataires. Alors, il faut pouvoir vivre avec des locataires. Moi, je trouve que c'est pas très contraignant parce que les gens, aujourd'hui, tu les vois pas. Beaucoup restent chez eux et ils profitent pas, sortent pas. Mais quand tu fais ça, l'avantage que tu as, c'est que c'est tes locataires qui vont payer ton crédit. Donc, en fait, tu habites dans un bien, tu habites gratuitement ou en tout cas, ils vont réduire la mensualité de crédit. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Ouais. Je sais que même en tant que marchand, souvent on a un peu, enfin de vendeur d'immobilier, à un moment donné, c'est une stratégie aussi à la vente qui est intéressante quand on cherche ce type justement de personnel en disant, ou en vendant, même les agents IMO, ils le disent, voilà, vous pouvez acheter, certes, c'est un peu gros en termes de budget, mais pensez pas juste le gros budget, pensez, vous vivez là, et l'autre partie, elle sert en partie de rembourser le crédit, et ça passe plus pour des biens qui sont un peu gros à la base, quoi. Mais même sur la surface, parce qu'il y a des gens qui se disent ah, la surface est trop grande, on va pas pouvoir l'exploiter, on n'a pas besoin d'autant. Bah si, tu as besoin d'autant parce que tu peux prendre la partie qui t'intéresse pour toi, pour ta résidence principale, et l'autre partie, bah, la découper et la mettre en location. Comme ça, toi, tu gardes la surface que tu as besoin, et l'autre partie qui est en location te rembourse une partie de ton crédit. Et au final, quand tu arrives à faire ça et même payer l'intégralité de ta mensualité de crédit, bah, imagine-toi, c'est de l'argent de poche que tu touches après tes revenus à toi, Ouais. et ils te servent pour profiter puisque tu n'as plus de charges pour habiter. Même pour l'eau, l'électricité, si tu te débrouilles bien, bah, ça va compenser. C'est pas ton locataire qui te paye ton eau et ton électricité à toi, mais le fait qu'il te verse des revenus, bah, ça va te permettre de payer tout ça. Avant d'aller plus en détail sur peut-être la stratégie même en termes de full investissement d'un bien comme ça, de cette typologie-là, sur la sous-stratégie en gros de RP plus la dépendance, c'est quoi les choses peut-être auxquelles il faut penser dans quelle configuration peut-être ça s'y prête, c'est peut-être d'autres où ça s'y prête pas quand tu fais ce genre de choses, quoi. Bah, ce qu'il faut penser au début, surtout sur les premières, c'est l'insonorisation pour pas avoir de problème avec les voisins. Que ça soit une division verticale ou horizontale, de toute façon, à partir du moment où tu es collé, donc bah, forcément, si par exemple, moi sur le premier bien, j'étais au-dessus et en dessous, bah, il y avait un appartement, donc on a dû bien faire l'isolation, que ça soit du plancher et du plafond, pour éviter qu'ils entendent, parce que moi je suis avec des enfants. Donc l'idée, c'est pas qu'on entende courir, qu'on entende crier, donc tu as intérêt d'avoir bien isolé pour pas que les gens pètent un plomb et puis s'entretuent. Mais quand c'est une division également sur quelque chose qui est plat et que tu vas diviser, donc les murs vont être collés de l'un et de l'autre appartement, bah, tu as intérêt aussi de bien diviser parce que le but, c'est pas qu'on entende tout chez l'un et chez l'autre. Ouais, donc c'est vraiment, ouais, après tout peut être, ça peut être une dépendance, ça peut être type des longères par exemple, une ancien corps de ferme et tout, ça s'y prête bien parce que voilà, tu fais une division d'une partie à gauche et une partie à droite, tu fais des accès qui sont séparés. Ouais, c'est exactement ça. Après, ce qu'on essaye de faire toujours, c'est vraiment de le faire de façon officielle, donc d'avoir les compteurs, de déclarer auprès de la mairie qu'on fait la division. Tu vois, là, c'est pareil, je suis en train de faire une opération que je suis en train de signer donc dans le Val-de-Marne toujours. C'est comme une longère, donc la maison est tout en long. On est en train de la diviser en deux, donc l'architecte a fait les plans. On dépose là un permis de construire auprès de la mairie pour faire la division de façon officielle, pouvoir avoir les compteurs électriques, d'eau et que chacun ait ses compteurs. Et après, voilà, on pense que c'est difficile, mais c'est très simple. C'est juste que l'esprit arrive à voir ce qu'il pense réalisable, et si tu vois pas et que tu connais pas cette stratégie, bah, tu peux pas le faire. Mais dès l'instant que tu as pu le faire une fois, tu verras que c'est très très simple comparé à ce que les gens peuvent penser. Je vois déjà des gens qui pensent, et moi-même d'ailleurs, à la revente. Typiquement, exonération de plus-value sur la revente d'une RP. Est-ce que dans ce cadre-là, ça s'applique à tous les lots? Non, alors ça dépend ce que tu fais. Moi, en l'occurrence, pour la première opération que j'ai fait, bah, c'est la seule vente que j'ai réalisée parce que c'était ma RP et j'ai habité 3 ans dedans. Donc effectivement, j'étais exonéré de plus-value puisque je vendais ma résidence principale. Mais aujourd'hui, si je vends le lot qu'il me reste, bah, c'est plus ma résidence principale, je suis plus exonéré. En revanche, si tu habites dans l'intégralité du bien que tu divises pour la vente, il faudra voir avec le notaire parce que je sais que c'est possible d'être exonéré sur les deux lots si vous vendez les deux lots en même temps, que vous avez occupé les deux lots et que vous venez de le diviser. Ouais, c'est quand même beaucoup plus borderline, on va dire. Bah, il faudra checker avec le notaire. Le but, c'est de pas faire n'importe quoi. Ouais. Je pense aujourd'hui, c'est d'être accompagné par des professionnels et c'est justement ça, au travers des événements que j'organise avec des pros, que je veux mettre en avant, vraiment s'entourer d'un avocat, d'un notaire. Alors certes, ça coûte des sous, mais vaut mieux payer 200, 300, 400 euros la consultation, valider votre projet, plutôt que faire une erreur à 5-10 000. Ouais, c'est clair. C'est clair. Surtout que le gain, entre guillemets,
il est pas forcément si énorme que ça. Si c'est juste, on va dire, une maison d'habitation et un petit appart à côté, c'est pas, on va dire, l'exonération sur la partie qui est pas notre RP, c'est pas le gros du truc, quoi. On aura déjà bien gagné avec la RP. Ouais, d'autant plus que quand vous achetez, par exemple, je te donne un exemple simple, vous achetez 300 000 euros, vous avez divisé donc votre résidence principale et un locatif à côté, bah, le notaire va ventiler les 300 000, c'est-à-dire qu'il va se dire, bah, ok, ta résidence principale représente 2/3 du bien, donc 200 000 euros, le petit logement 100 000 euros. Une fois que vous allez attribuer les travaux, etc., à chacun des deux, bah, ta plus-value, tu vois, tu peux aussi avoir moins de plus-value sur un des deux biens en fonction des travaux, en fonction de la ventilation. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que le professionnel est important pour bien te conseiller là-dessus. Bien présenter le projet auprès du notaire, demander qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et puis après, le notaire, de toute façon, c'est lui qui va donner le tampon, le sein, et ça va te sécuriser ton OP, quoi. Ouais, c'est clair. On peut peut-être dérouler justement tout ce que c'est qu'une étape, un projet justement de division de maison, du début en fait à la recherche de biens jusqu'à la mise en location. Maintenant que tu as un petit peu de bouteille là-dessus sur cette stratégie, voilà, comment tu déroules ça, quoi. Bah, déjà, la recherche de biens. Donc pour moi, il y a deux moyens de gagner de l'argent dans l'IMO. Premier moyen, c'est une bonne acquisition. Deuxième moyen, un bon crédit. Donc, la recherche de biens en fait partie. Si tu veux trouver un bien vraiment rentable et judicieux, c'est toi qui vas devoir te projeter. Parce que je dis jamais à l'agent IMO, voilà, moi, je cherche un bien divisible ou n'importe. Non. Je lui dis, je cherche un bien. Je lui donne juste 3 critères. Typologie du bien. Donc là, en l'occurrence, maison. La surface minimum. Donc, par exemple, je sais que pour diviser un bien, que ça soit intéressant, il faut minimum 130 mètres carrés. 130 mètres carrés et un prix maximum en fonction de la recherche. Donc, par exemple, 300 000 euros. Et avec ces critères-là, je fais le tour des agences de la commune qui m'intéressent. Bonjour, c'est Christophe, voilà mon parcours, j'ai un petit peu d'investissement, voilà mes revenus, voilà mon épargne, je leur déballe tout ce que j'ai. Et voilà ce que je cherche. Maison, 130 mètres carrés minimum, prix maximum 300 000 euros. C'est un exemple que je te donne, mais voilà en gros les critères que je leur dis. Et après, je ponce vraiment toutes les agences IMO qu'il y a dans les communes que je cherche pour avoir un maximum de contacts qui vont me rappeler, même s'ils ne savent pas vraiment. L'agent IMO, il n'est pas forcément investisseur. Donc, des fois, il va te monter des produits qui n'ont rien à voir. Mais je vais te raconter une anecdote. Ça m'est arrivé déjà avec un petit jeune chez ERA, donc agence IMO, que je sollicite comme ça. Et un bon feeling et un bon courant. Du coup, il me rappelle. Il me fait visiter plein de biens. Donc, un premier, un deuxième, un troisième. Ça dure pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il finit par me montrer un bien. Il me dit, voilà, Christophe, j'ai trouvé ça. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, c'est bon, j'achète. Il me dit, tu négocies pas? Non, je négocie pas, j'achète. Il savait pas ce qu'il m'avait proposé. Moi, je vois par rapport à la commune, je connais bien la commune. Je me dis, bon, jackpot, on peut faire 10 étages, on peut faire un immeuble. Donc, forcément que ça intéressera peut-être des promoteurs plus tard, ou même moi, si je veux monter un peu sur l'existant, ça peut être intéressant. Et du coup, j'achète, j'ai mon financement, et manque de peau, la mairie se positionne et me prend le bien pour elle faire l'immeuble. Donc, voilà. Mais lui, il n'a jamais compris pourquoi moi j'achetais ce que je voulais en faire, quoi. Est-ce que tu lui racontes, tu restes vague et tu lui racontes vraiment ce que tu veux faire, ou tu lui dis juste, moi, je cherche tout simplement ce genre de typologie de bien? Ouais, non, je rentre pas dans le détail. Je lui dis, voilà, mon objectif, soit je peux lui dire que c'est de la résidence principale, et voilà, je cherche des grandes surfaces parce qu'on est 5, ou soit je rentre pas dans le détail, je reste vaste, j'ai besoin d'une grande maison pour pouvoir aménager comme je le souhaite. Mais j'essaye pas de rentrer dans le détail, ça sert à rien parce que lui, ça va pas lui parler de la division, après, le but, c'est quand même de se constituer un réseau et que, tu vois, le travail de recherche qu'on fasse aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire après, donc de récompenser les partenaires avec qui on bosse. Donc, j'hésite pas à lui faire un mandat de recherche pour compléter un petit peu sa rémunération quand il me trouve une opération. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens qui t'appellent tout le temps. Là, typiquement, la dernière opération que je suis en train de signer, c'est un agent IMO avec qui j'ai déjà bossé, qui m'a vendu le bien dont je t'ai parlé, ma résidence principale, et qui m'a trouvé l'opportunité que tu avais visitée avec moi. Donc, tu vois, j'essaie de travailler sur la durée avec les gens. Ouais, ça fait longtemps, du coup, quoi. Est-ce qu'il y a des typologies de biens, justement, que tu vas chercher? Les 130 mètres carrés minimum, ça, c'est dans ton secteur aussi, j'imagine, ça dépend aussi du secteur, où peut-être plus urbain, tu peux aller taper des divisions sur un peu moins en termes de surface. Est-ce que quand tu vises les 130 mètres carrés, tu vises division en 2 systématiquement? Ou est-ce que tu te dis, ça peut faire 3 lots? Non, tu vois, 77, limite 93, j'ai une maison comme ça que j'ai achetée de 130 mètres carrés et qui est divisée en 4 lots. Tu as un studio, 2 F2 et un F3. Ah, ok. Donc, tu peux faire quand c'est optimisé, en réalité, les parties communes, c'est juste un escalier central
qui monte, j'ai pratiquement pas de perte. Tu vois, j'ai 2-3 mètres carrés à chaque fois sur chaque palier et tout est vraiment optimisé. Ouais, donc le type vraiment que tu apprécies, c'est l'entrée principale de la bâtisse qui mène sur un couloir et Tout à fait, et un escalier central. Et l'idéal, c'est que l'escalier se trouve juste derrière l'entrée. Comme ça, il n'y a vraiment pas de perte de place. Et tu rentres, tu vas à droite ou à gauche, tu as déjà l'escalier qui monte sur les étages et ça dessert un premier appart au rez-de-chaussée, porte en face ou de l'autre côté de la cage d'escalier. Les immeubles en eux-mêmes, tu vas pas forcément chercher. Non, je trouve que quand tu achètes un immeuble, on te vend une rentabilité. Et l'idée là, c'est pas qu'on me vende une renta déjà faite. C'est que moi, je crée ma renta et je valorise surtout le prix au mètre carré. C'est pour ça que je t'ai dit, plus la surface est grande, plus c'est intéressant. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Les gens, au bout d'un moment, ils achètent une grande maison. Mais tu vois, ils n'ont pas nécessairement besoin de 200, 250 mètres carrés. Donc, quand toi, tu arrives, tu trouves une maison de 200 mètres carrés, bah, l'avantage, c'est que tu peux la découper comme tu le souhaites. Bien entendu, il y a des règles d'urbanisme à respecter. Ça, il faudra les regarder pour les places de stationnement notamment. Mais dès l'instant que tu fais ça, bah, tu vas redécouper ton mètre carré. Donc, tu vas repartir sur des plus petites surfaces qui, eux, vont être valorisées au mètre carré. Pas comme une grande maison. Parce que tu achètes une maison de 150 mètres ou de 200 mètres carrés, le prix, il est plus valorisé par rapport à ton mètre carré. Il est valorisé par rapport au fait que tu achètes un bien avec une grande surface. Ouais, tu vas chercher cette zone-là de l'ombre. En fait, au-dessus d'effectivement 150 mètres, en fait, c'est que ça soit 150... ou 200, c'est le prix, il va pas faire x2, quoi. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Donc, le but, c'est vraiment de valoriser ça. Et en budget, tu dis que tu ne dépasses pas les 300 000, tu arrives à trouver des Alors non, c'était un exemple que je t'ai donné. En général, la typologie de biens et de prix, on est sur des biens aux alentours de 400 000 qui me génèrent entre 4 et 6 000 euros de loyer. Moi, c'est comme ça que je raisonne. 400 000 prix d'acquisition avec plus ou moins de travaux. Et puis entre 4 et 6 000 euros de revenus locatifs. Quand tu dis travaux, justement, si tu vises des typologies comme ça, avec déjà le truc qui va bien, l'escalier qui est au bon endroit, etc., ça doit être bien limite. En travaux, ça doit pas être très, très important. Ouais, ça dépend des biens et de l'état des biens, de l'état de vétusté ou si c'est déjà fait. Mais par exemple, typiquement sur le dernier bien où je te dis 130 mètres carrés avec 4 appartes, j'ai eu juste du rafraîchissement à faire. C'était bien disposé. Après, tu as des salles de bain, des cuisines en fonction de comment tu veux aménager. Mais ça peut être juste des petits travaux et pas spécialement des gros travaux, tout à refaire quand le bien s'y prête. Voilà. Quand le bien s'y prête, tu fais ton offre et tu passes ensuite l'artisan. Comment tu fonctionnes en fonction de ça pour voir la faisabilité du truc? Ouais, c'est intéressant. Ce que je fais, c'est que tu vois là, le dernier bien, je prends vraiment cet exemple-là parce que c'est concret, c'est récent. J'étais à l'île Maurice, donc j'étais même pas en France. L'agent IMO m'appelle et il me dit « Christophe, j'ai quelque chose sur un angle de rue. » Donc, l'angle de rue, c'est plus facile à diviser parce que tu as deux rues déjà. Et il me dit « Je pense que c'est divisible en deux. » Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Si tu veux te positionner, c'est maintenant. L'annonce n'est pas encore sortie. Donc, je lui dis « Ok, envoie-moi l'adresse. » Il m'envoie l'adresse. J'envoie l'adresse à l'architecte. Je lui envoie le cadastre. Et je lui dis « Voilà, tu penses qu'on peut diviser ou pas ?» Il me dit « Oui, on peut diviser. » En tout cas, par rapport aux règles d'urbanisme, on peut, donc il faudra faire le permis, mais c'est faisable. Je lui dis, OK, je me positionne. Et une fois que j'ai ça, moi, j'estime de façon, à force de faire des opérations, tu as l'habitude, donc tu sais à peu près le coût des travaux. Et tu vois, là, ça fait 3 semaines que l'opération est en cours. Et je viens de faire passer l'artisan qu'hier. Donc, quand tu dis 3 semaines que tu as fait l'offre... L'offre a été acceptée il y a 3 semaines environ. Ouais, ça marche. Comme c'est une succession et une association qui a le bien, ça met du temps, le temps qu'ils aient les pouvoirs, que le notaire fasse les documents et tout. Donc, on doit signer la promesse, là, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine. Et l'artisan, tu vois, ça fait 3 semaines qu'on est sur l'OP. Donc, l'offre a été acceptée. Je viens de le faire passer hier. Il n'y a pas vraiment d'urgence. J'ai chiffré à peu près. Après, l'idéal, si vous commencez, c'est effectivement soit de venir avec un artisan dès le début, soit de le faire passer rapidement pour pouvoir chiffrer, préparer votre projet bancaire. Parce qu'après, l'idée, c'est de partir sur le projet bancaire. L'avantage, là encore, c'est qu'il faut comprendre une chose. On ne travaille pas le jour où on signe un compromis. Moi, sur la partie bancaire, je travaille bien en amont. C'est-à-dire tous les partenaires bancaires, je vais les solliciter au même titre que les agents IMO. Bonjour, je suis Christophe, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait, voilà aujourd'hui ce que je recherche. Et je mets toujours en avant le côté financier, épargne, comment on pourrait travailler ensemble sur du PEA, du compte titre, des placements, de l'assurance.
Et dans un deuxième temps, je suis investisseur aussi. J'aurai peut-être prochainement un projet à vous présenter, que ce soit pour de la résidence principale ou du locatif. Quelles sont vos conditions? Et tu vois, j'essaye dès l'instant qu'il y a un feeling, je vais ouvrir le compte, j'ouvre le compte, je commence à travailler avec eux, à mettre des produits et services. Et dès que c'est fait, je continue la relation jusqu'à temps que j'ai une opération. Et quand j'ai une opération, voilà, maintenant qu'on travaille bien ensemble, qu'on a pu commencer à nouer un partenariat, moi j'ai une opération, quelles sont vos conditions? Donc dans la zone chronologique un peu qu'on est en train d'établir, tu mettrais cette étape-là en fait avant l'offre du coup, au même moment que la recherche IMO en fait, du foncier quoi. Okay. Tout à fait, exactement. C'est toujours ce que je fais. Recherche de biens, recherche de partenaires bancaires. Dès que la recherche de biens est validée, que tu as fait ton offre, validation du projet si c'est de la division. Après, il y a plein d'autres typologies de stratégies que vous pouvez faire. Mais si c'est de la division, passage de l'architecte ou du géomètre si c'est un terrain à bâtir, validation du projet avec eux et ensuite l'artisan. Et ça, peu importe, même si tu as déjà 1, 2, 3 partenaires bancaires, tu vas toujours chercher, quand tu cherches un bien, tu cherches un nouveau partenaire. Ouais. En France, il y a plus de 100 banques. Donc, il y a du boulot. Il y a la possibilité de faire des agences. C'est pour ça que, tu vois, j'accompagne pas mal de monde. Aujourd'hui, on accompagne plus de 200 personnes par an. Et quand on les accompagne, il y en a qui me disent c'est mort l'immobilier, je peux plus, j'ai eu 2 refus. Je lui dis attends, tu as eu 2 refus, donc tu as fait 2 banques. Il existe 100 banques en France, il y a un problème là. C'est pas cohérent ton discours, tu vois. Si tu veux être investisseur, oui, il y a des problématiques. Oui, tu n'obtiens pas toujours ton financement tout de suite, mais tu dois l'obtenir. Enfin, moi, je ne conçois pas que tu trouves une opération qui est ultra rentable et que tu n'arrives pas à sortir le financement. Tu as trouvé une OP, tu dois sortir le financement coûte que coûte. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est des formations professionnelles. Le financement, on sent que c'est vraiment ton Ah ouais, là-dessus, on est intransigeant. D'ailleurs, on monte le dossier bancaire pour tous les élèves qu'on a. Donc, on leur montre vraiment le dossier bancaire. Le but, c'est qu'ils aient un dossier béton et qu'ils n'aient pas de problème pour se faire financer. Parce que je te dis, ça, c'est le cauchemar de tous les investisseurs. Trouver un bien et pas pouvoir se le faire financer. Mais tu pourrais avoir aussi la réflexion de la personne qui dit, bon, moi, j'ai déjà un partenaire, voire 2 en backup qui me suivent dans tous mes projets. Est-ce que pour lui aussi, tu dirais, dans cette considération aussi, tu dirais, je vais aller chercher un 3e parce que je cherche une 3e OP, tu vois? Ou est-ce que tu dis, c'est bon, j'ai les partenaires plus ou moins calibrés, maintenant Non, je vais toujours rechercher des partenaires. Après, tu le sais, tu es investisseur aussi, on fonctionne beaucoup en réseau. Et je le vois sur la région parisienne, tous les plus gros investisseurs, on a tous les mêmes banquiers. Donc, en fait, dès l'instant que tu as un banquier qui finance, et je le vois quand j'étais à la banque, c'est comme ça en fait que je me suis fait un très gros réseau aussi. C'est que comme je finançais beaucoup d'investisseurs, parce que je crois en l'investissement immobilier, pour moi, il n'y a rien qui rapporte plus que de l'investissement IMO. En fait, on te permet d'investir en France. Tu vois, on est toujours en train de se plaindre, on paye beaucoup d'impôts, il y a ci, il y a ça. Mais à côté de ça, c'est le seul pays au monde où on te propose du crédit avec de l'argent que tu n'as pas. C'est-à-dire que la banque va te prêter 100, 200 000, 300 000, 400 000. Et ça, c'est de l'argent que tu ne possèdes pas à la base. Ou en tout cas, même si tu le possèdes, ils te prêtent de nouveau des fonds. Et ça, tu le vois pas ailleurs. Surtout qu'on est bien souvent à taux fixe sur des durées longues avec des apports qui sont pas si conséquents que ça. Parce qu'en moyenne, la banque va te demander entre 0 et 20% de l'opération. Donc, c'est minime. Mmh. Ouais. C'est un avantage clairement important, quoi. On est au niveau du passage des artisans. Après ton offre, si la FESA n'est pas au rendez-vous, ça t'est peut-être déjà arrivé, tu arrives à sortir. Est-ce que, par exemple, il y a des trucs qui sont rédhibitoires que tu peux trouver peut-être après avoir fait ton offre? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut border avant parce qu'après, c'est terminé? Que tu n'arrives pas à diviser comme tu le souhaites. Admettons que j'avais prévu de faire 3 lots, je te dis une connerie, 2 pièces, et qu'au final, je puisse ressortir qu'avec 2 studios. La rentabilité attendue n'est pas la bonne, en tout cas n'est pas celle que j'avais ciblée. Donc ouais, l'idée, c'est si tu es dans la période de rétractation, de profiter de cette période, et d'où l'importance d'anticiper ton projet pour te rétracter. Et c'est aussi l'importance de signer en nom propre et de bénéficier du délai de rétractation plutôt que de signer en SCI, d'être un professionnel de l'immobilier et du coup plus avoir ce délai de rétractation. Donc signer toujours en nom propre avec une clause de substitution et faire passer les artisans rapidement pour valider et consolider ton projet. Les archis, pareil, pour être sûr vraiment de pouvoir faire le projet que tu veux. Parce qu'après, s'il n'y a plus les loyers en face, s'il n'y a pas l'opération aussi, toujours prévoir en fait ce que je fais, même si je ne vends pas aujourd'hui, je conserve tous les lots que j'ai. J'essaye toujours de valoriser à la revente le patrimoine que j'achète. Donc je me dis, OK, aujourd'hui, en termes de cash flow, donc en termes de bénéfices, je gagne de l'argent tous les mois.
Mais si demain, je devais vendre rapidement, est-ce que je peux ressortir avec une plus-value ou pas? Et j'essaye toujours de valider ça. Cash flow, donc bénéfice pendant l'exploitation, plus-value à la revente. Ouais, important. Non, c'est aussi important parce que c'est vrai que contrairement à l'activité marchande, toi, tu gardes les biens. Donc, on pourrait te dire, c'est bon, t'as moins de pression et tout, mais effectivement, derrière, il y a toujours une revente à un moment donné. Il faut vraiment faire attention à ça. Et que ça soit, que tu puisses tous les coûts inclus, le coût de revient soit au moins, minimum, en dessous de ce que tu peux en dégager. C'est ça. Sécuriser, quoi. Ouais. Toujours avoir une vision globale de son projet, donc période d'exploitation vraiment pendant la location, et à la revente, pouvoir ressortir avec une plus-value, même si, tu vois, c'est un peu différent du marchand. Quand tu fais du locatif, l'avantage, c'est que ton bien s'amortit, c'est-à-dire que tu rembourses du crédit tous les mois grâce au loyer que tu perçois de ton locataire. Donc, ton locataire te verse un loyer. Ça permet de rembourser le crédit, donc le montant que tu dois à la banque diminue. Et du coup, à la fin, même si tu devais revendre au même prix, tu serais forcément gagnant parce que le coût que tu as remboursé à la banque a diminué, c'est pas toi qui l'as remboursé. Donc, tu serais plus riche de X milliers d'euros. On peut dire qu'en général, un prêt locatif, c'est sur 20 ans. Donc, au bout de 10 ans, tu as payé la moitié. Donc, tu es plus riche de la moitié de ce que tu as emprunté. Dans la stratégie, pourquoi tu choisis le locatif, la division et le locatif, plutôt que justement la division et la revente? Tu fais aussi du marchand, je crois, aussi. Ouais, alors, peu d'opérations parce que je privilégie de garder. Pourquoi je privilégie de garder? Parce que j'ai des enfants. Et voilà, ce que je voudrais, c'est que moi, je suis parti de pas grand-chose. Je vais pas faire le malheureux. J'étais très content avec ma famille, avec mes parents, etc. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais été propriétaires. Et voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les enfants puissent partir avec un patrimoine qui leur permette de faire ce qu'ils veulent dans la vie et de faire ce qu'ils aiment et de pouvoir profiter. Et au fur et à mesure, je veux pas leur laisser quelque chose sans rien qu'ils comprennent. Tu vois, ma plus grande défi, elle a 15 ans. J'essaye de l'emmener aujourd'hui sur toutes les OP. Donc, notaire. Puis après, voir les biens qu'on a, lui expliquer, voilà, les travaux, on va faire ça. Tu vois, là, les locataires, ils vont faire ça. Enfin, vraiment lui expliquer toute l'opération, qu'elle comprenne la démarche. Et surtout, je le vois parce que la plupart des biens que je rachète, c'est des successions. Et ce que je veux pas, c'est que si un jour il m'arrive quelque chose, c'est qu'ils aient peur, ils comprennent pas ce qu'ils aient, de quoi ils héritent et qu'ils vendent tout. Ça me... je crois que ça me tuerait une deuxième fois. Donc, je veux vraiment qu'ils comprennent la démarche et comment faire pour gérer. Ok, intéressant. Et donc vraiment la démarche patrimoniale, elle est là pour ça, quoi. Ok. Et quand est-ce que peut-être que tu fais peut-être tes opérations de marchand, quand est-ce que tu décides cette OP, je vais la vendre, cette OP, je vais la garder? J'imagine que il y a des critères peut-être, non? Ouais, c'est très difficile à arbitrer. Tu vois, sur l'opération que je suis en train de faire, je suis en train de me dire, mais est-ce que je la fais en marchand? Parce qu'il y a une plus-value sympa et c'est des produits liquides. Comme c'est des petits produits, ça se vend assez facilement, surtout en région parisienne et où c'est placé. Ou est-ce que je le garde pour du patrimonial et pour de la location, sachant que ça rapporte pas beaucoup de cash flow sur ce projet-là, en tout cas. Donc, tu vois, là, c'est typiquement une réflexion, mais ce que j'aime bien, c'est commencer le projet. Alors, bien entendu, il faut valider après au niveau de est-ce que tu vas le faire en société pour du marchand ou est-ce que tu vas le faire en SCI ou en nom propre pour du locatif. Donc, il va falloir que je décide rapidement. Mais j'aime bien l'idée de me dire, là, tu vois, on est encore dans la période où j'ai pas signé la promesse. Ok, je le signe donc en nom propre et après avec une clause de substitution pour savoir quel projet je vais faire. Et j'attends d'avancer au maximum sur mon projet pour me dire, bon, ok, j'ai pris ma décision, je vais le revendre. Mais ça me fait toujours mal parce que c'est l'IMO, j'adore. Enfin, tu sais, le moment où tu achètes, où tu vas rénover et tout, et ça me fait mal de vendre et de me détacher des biens. Je me dis, j'aurais peut-être pu le garder celui-là. Ça. Ouais, non, c'est intéressant. Là, le financement, on en est aux étapes on a fait passer les artisans, on a l'offre qui est acceptée, on va finir la promesse, et on a déjà sécurisé un banquier. Qu'est-ce qui, dans le financement, comment tu abordes un dossier comme ça à la banque, juste par rapport à juste un dossier de location d'un appartement qu'on a rénové, typiquement? Ouais, c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est être professionnel. Donc, bien expliquer à votre banquier ce que vous faites, la démarche que vous faites, et après, apporter aussi ce qu'il a envie. Votre interlocuteur bancaire, il a des besoins, comme tout interlocuteur. Vous ne pouvez pas vous intéresser qu'à vous. Donc, comprendre quels sont ses besoins. Est-ce qu'il va financer plus de la résidence principale, plus du locatif, plus du marchand en fonction de l'interlocuteur? Est-ce que c'est un conseiller professionnel? Est-ce que c'est un conseiller patrimonial? Est-ce que c'est un conseiller clientèle classique? Est-ce que c'est le directeur ou la directrice? Voilà, tout ça, c'est important de bien le comprendre et le maîtriser.
Une fois que tu as compris ce qu'eux voulaient financer, à toi d'amener l'opération pour qu'elle soit le plus sexy possible à ses yeux. C'est-à-dire que s'ils veulent financer que du locatif et que tu leur amènes de la résidence principale, ça va peut-être pas faire vibrer. Et vice-versa. Aujourd'hui, beaucoup de banques veulent financer de la résidence principale. Si tu arrives avec tes 10 biens locatifs, tu vois, c'est peut-être pas l'interlocuteur que tu as besoin. Donc, comprendre bien ce que eux veulent financer. Est-ce qu'ils privilégient de financer du nom propre, de la SCI ou de la structure commerciale? Si oui, quel est le... Tu vois, moi, j'essaye de rester très souple sur la fiscalité. Il y a des gens qui veulent tout optimiser. Moi, je fais tout le contraire. J'optimise pas grand-chose. Ce que je veux, c'est avoir du financement. Une fois qu'on a compris que le financement, alors bien entendu, c'est dangereux parce que tu empruntes des sommes, donc il faut faire attention à ce que tu fais. Mais quand c'est bien fait, ça te rapporte beaucoup d'argent. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir accès le plus possible au financement pour financer mes biens. Et du coup, j'essaye de m'adapter à ce que veut le banquier. Monsieur le banquier, en leur demandant aujourd'hui, vous financez quoi? Tu vois, ça m'est arrivé de présenter des projets en nom propre et le banquier il me dit non, nous, on finance que de la SCI. Très bien. Écoutez, j'ai une SCI existante, par exemple, ou j'ai une SCI que je peux créer. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère une nouvelle SCI. OK, pas de souci, je vous ramène les statuts et on avance. Et tu as des banques, tu le sais, qui vont être plus axées locatifs ou plus projets marchands de biens, qui vont te demander de le faire au travers des structures pro. Et du coup, voilà, je leur donne ce qu'ils veulent. Et à contrario, tu as d'autres banques qui m'ont déjà dit « Ah non, monsieur, désolé, nous, on finance pas la SCI, on finance qu'en nom propre. » Pas de souci, on fait en nom propre. Hormis le cas particulier de la RP avec un projet locatif à financer à côté qui peut-être être plus facile de présenter au banquier, qu'est-ce que ce type de projet, comment on a des différents par rapport au banquier qu'un appart juste ou deux ou une maison? Je pense qu'il faut être clair sur tes chiffres et sur ce que tu fais. J'essaye pas d'amener la chose de façon à me jeter des fleurs. Ah oui, c'est je vais créer un immeuble de rapport. Non, j'achète un immeuble, ou en tout cas, voilà, j'achète un ensemble immobilier. Il va y avoir tant d'appartements, je donne les chiffres. Voilà, 2 studios qui vont être loués 650 €, 2 F2, etc. Et vraiment amener tous les chiffres, donc sur une présentation claire, pour que le banquier, si c'est pas lui qui a la décision, que quand il va présenter le dossier, il ait tous les chiffres, tu vois, et qu'il manque pas des chiffres, qu'il manque pas des loyers, qu'il n'y ait pas d'erreurs commises. Donc au moins, comme ça, il a l'intégralité des documents. On met toujours déjà son taux d'endettement, son reste à vivre, on met les chiffres qui sont le plus avantageux pour l'investisseur, mais l'idée, c'est de mettre les mensualités versus les loyers que tu encaisses. Et tu peux lui présenter l'idée que c'est peut-être plus diversifié parce qu'il y a 4 logements au lieu d'un. Donc si jamais il y a un qui ne paye pas à un moment donné, il y a le reste, le projet est peut-être plus sécurisé pour lui aussi que si c'était une maison où il fallait que tu trouves un locataire pour un loyer de 1 500 €, 2 000 € par mois, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment le fait que y a un ensemble immobilier, du coup plus de locataires, donc une sécurité. On va mettre en avant la valorisation du patrimoine aussi par rapport à l'acquisition. Tu achètes 300 000, mais peut-être que le bien en vaut 400 quand tu redivises en valorisant le prix au mètre carré. Donc, il y a une sécurité aussi sur la valeur hypothécaire du bien. L'autre avantage que tu as aussi, c'est plus d'assurance propriétaire non occupant à faire pour la banque. Parce que bien entendu, tu vas lui donner des assurances. Avec finance, en contrepartie, faut mettre des contreparties dans la balance. Et l'idée, c'est de faire travailler tes partenaires. Donc, plus d'assurance propriétaire non occupant. S'ils proposent des systèmes de box ou des choses comme ça, plus de box à faire Internet, système d'alarme, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Moi, je suis gagnant parce que je fais une belle opération patrimoniale et je gagne de l'argent tous les mois parce que ça génère du cash flow. Mine de rien, tu as beaucoup de bénéfices sur ces types d'opérations. Parce que beaucoup plus de loyers, beaucoup plus de valorisation. Donc, tous les mois, tu encaisses plus d'argent. Donc, eux aussi doivent être gagnants. Et pourquoi pas replacer une partie de cet argent en assurance vie chez eux pour leur dire, voilà, tu vois, c'est pas que moi, c'est toi aussi qui est gagnant. La partie commerciale, un banquier, c'est un commercial. Donc, il a besoin de faire des objectifs. Si tu l'aides à faire ses objectifs, lui, il va être ravi de t'accompagner sur tes prochaines opérations. Et c'est beaucoup plus simple, justement. Pour ça, l'intérêt aussi de diviser les biens officiellement, parce qu'un projet de coloc, par exemple, t'as pas cet avantage de pouvoir dire au banquier, moi, je peux vendre un lot, 2 lots, 3 lots. Alors, si tu le fais, par contre, il faut faire un règlement de copropriété. Il y a des coûts afférents, mais bon, tu peux le faire, quoi. Alors, à la revente, oui. Ouais, à la revente, mais pas lors de l'exploitation, parce que tu restes monopropriétaire. C'est toi qui as l'intégralité du bien, donc tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Après, par la suite, oui, il faudra faire un règlement de copropriété, effectivement, si tu vendais des lots. Mais ce qui est intéressant quand tu le fais de façon officielle, c'est vraiment de pouvoir, déjà,
chacun a son compteur, donc chacun paye son électricité, son eau. Donc ça, c'est le gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est qu'une fois que tu auras divisé de façon officielle, tu vas pouvoir vendre tes lots et au même titre que tu gagnes plus d'argent sur la période de location, tu gagneras plus d'argent à la revente parce qu'encore une fois, ton mètre carré il est valorisé. Est-ce que on peut présenter quelques chiffres d'une opération bien sûr. typique que tu as réalisée pour qu'on se donne un peu une idée de ce que ça représente? Je peux te parler de l'opération, donc 77 limite 93. Donc, je te parlais tout à l'heure, maison d'environ 130 mètres carrés. Achat 272 500 euros. Les frais de notaire, ils doivent être aux alentours de, je voudrais pas dire de bêtises, mais vous calculez à peu près 8%. Je crois qu'on était aux alentours de 19 000. Et tu avais 27 000 euros de travaux. Donc, tu es sur une opération, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que l'addition de la totalité entre prix d'acquisition, travaux et frais de notaire, on est aux alentours de 318 000, si je dis pas de bêtises. J'ai des mensualités, j'ai 2 ans de différé. Donc, j'ai des mensualités de 1 200 euros aujourd'hui pour 3 500 euros de loyer encaissé. Donc, tu vois qu'il y a un gros delta pendant 2 ans. Et après, sur la période d'amortissement, donc à partir du moment où je rembourse l'intégralité du crédit, je serai à 2 000 euros de mensualité versus toujours 3 500 de loyer. Donc, tu as 1 500 euros de cash flow brut. Après, il reste la taxe foncière à retirer, mais elle n'est pas très élevée, et les assurances propriétaires non occupants. Donc, j'ai choisi cette opération parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible. Tu vois, on est en région parisienne. On est bien placé, on est dans un quartier pavillonnaire. L'avantage, c'est que tu as une opération donc, qui n'est pas sur un montant super élevé. On est aux alentours de 300 000 euros. Et que même avec une opération comme ça, tu peux générer 1 500 euros de cash flow, donc de bénéfices. Ça veut dire que tu as un SMIC tous les mois qui tombe dans ta poche en investissant 300 000. Et c'est payé par le locataire, c'est divisé. Donc, c'est ultra sécurisé parce que tu as plusieurs locataires. Tu as une valorisation, le bien, donc d'où l'importance de bien acheter. Ce bien-là, tu vois, je l'ai acheté 272 500. Même sur une maison classique, dans ce quartier-là, tu es aux alentours de 325 350 000. Rénové en classique, quoi. Classique, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est quelque chose qui a été très bien acheté. Donc, c'est un très beau produit. Et c'est un produit patrimonial puisque la division est officielle. Chaque locataire a son compteur. Donc, tu vois, ça, c'est typiquement le genre de bien que je laisserai à mes enfants. C'est pas un produit difficile. C'est vrai que c'est étonnant. Enfin, ce qui est étonnant, c'est que là, je regarde coût de revient, on était à peu près à 320 sur ce projet-là et qui est équivalent à peu près à une maison typique à côté, comme tu disais, 325. Ouais. Donc, en termes de... Alors, du coup, c'est bien parce que ça veut dire, au pire, tu gagnes, tu perds rien, même si tu vends aujourd'hui avec les frais de notaire sur l'acquisition. Mais avec cette équivalence-là, du coup, cette taille-là, je m'étais pas imaginé que tu puisses faire un tel cash flow sur ce bien-là. C'est quoi qui derrière est-ce que c'est la longueur du prêt? Le différé, on l'exclut, juste pour regarder. Avec l'amortissement, on est quand même à 1500 brut. On va tomber à quoi? 800 à 1000 en net? Oh non, plus que ça. Non, tu dois être aux alentours. Non, parce que la taxe foncière, c'est même pas 100 euros par mois. Et après, les assurances propriétaires non occupantes, c'est dérisoire pour des petites surfaces. On doit être sur la totalité à 100 euros, on va dire, aller par mois d'assurance propriétaire non occupant. Donc non, il te reste un cash flow de 1300 euros net. 1300, ouais. Le cœur du truc qui crée ce cash flow, la valeur, c'est vraiment le fait d'avoir 4 logements. Alors, ouais, et tu sais, là, on parle, tu me dis, oui, du coup, prix de revient 320 000 versus prix d'une maison classique 325. Oui, d'une maison classique, mais attention, là, c'est divisé de façon officielle. À la revente, on est à plus de 500 000. Parce que chaque studio, tu le sais, en région parisienne, 90, 100 000 euros. Les deux F2, on va être sur une valorisation plus importante. Je pense qu'on va être aux alentours de 140 000. Et le F3, 190 000. Donc, tu arrives à plus de 500 000 à la revente. Du coup, sur 320 000 opérations globales versus 500 000, tu vois, tu as un delta de 180. Et sur ces 180, bien entendu, il y aura de la plus-value à payer. Mais voilà, l'opération est très belle. Et ce qui fait qu'elle est belle, c'est que les problématiques qui sont là, en réalité, j'ai pas un grand mérite, c'est qu'il faut savoir répondre à des problématiques quand tu es investisseur ou entrepreneur. Sur ce bien-là, typiquement, j'ai pas fait grand-chose. La seule truc, c'est que le vendeur, sa problématique à lui, c'était que le bien ne soit pas divisé et reconnu par la mairie. C'est-à-dire qu'il était divisé déjà avec des compteurs, avec des locataires, mais par rapport à la mairie, le permis de construire n'est jamais passé. C'est-à-dire que la mairie a toujours refusé le permis de construire. C'est ses grands-parents qui avaient fait le bien dans les années 90. Les travaux de division. En fait, ils ont fait les travaux de construction. Ils ont construit la maison 91-92. Donc, ils n'ont jamais eu le permis pour un immeuble. Sauf que le bien, il a été loué pendant 30 ans. Ils avaient tous les documents, ils avaient tout déclaré aux impôts.
personne n'a rien dit. Donc après, voilà, Ouais. on a pu faire passer ça. Donc ça veut pas dire que la maison aujourd'hui est un immeuble aux yeux de la mairie. Ça veut dire que d'un point de vue civil et pénal, il n'y a pas de poursuites qui sont envisageables. Et que si la maison, je garde l'exploitation, et si la maison brûle un jour, par contre, je n'aurai plus le droit de reconstruire un immeuble, mais une maison. Donc c'est le risque que j'ai pris, c'est de me dire, ok, je peux continuer à l'exploiter, mais si un jour ça brûle, je serai obligé de refaire une maison et puis un immeuble. Ouais, d'accord. C'est le seul risque que tu as maîtrisé, calibré. Il peut pas y avoir t'empêcher de aujourd'hui, de vendre individuellement les biens. En fait, on a fait des courriers d'avocats. Parce que si tu veux, quand tu veux faire une acquisition, il y a une demande d'intention d'aliéner qui est faite. Donc, ça veut dire que la mairie reçoit un document et peut s'opposer à la vente ou peut te dire, moi, je préempte le bien. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que quand le vendeur me vend le bien, quand cette demande est partie, la mairie s'est opposée à la vente. Donc, on a dû faire un courrier d'avocat pour border tout ça et faire tout dans les règles. Le but, encore une fois, c'est pas de faire le pirate et de passer à droite à gauche, c'est vraiment d'avoir des autorisations et que tout soit bordé et que tu saches dans quoi tu te lances. Mais c'est pas complexe. C'est encore une fois, je veux retirer vraiment ça. Les gens qui vont écouter peuvent se dire c'est compliqué. Non, j'ai commencé la première OP, je l'ai fait tout seul, sans archi, sans avocat, sans rien du tout. Alors j'ai fait des conneries. J'avais construit un escalier extérieur sans l'accord de la mairie, j'ai dû le détruire. Ça m'a coûté 5 000 €, je connaissais rien. J'ai vécu toujours en HLM, je savais pas quand on était propriétaire, fallait faire des demandes auprès de la commune. Et quand je suis arrivé à la mairie, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis propriétaire, je fais ce que je veux. Ils m'ont dit, non, monsieur, vous avez pas compris. T'as un plan d'urbanisme, tu fais pas ce que tu veux. Sinon, il y en a un qui fait une maison bleue, une autre rouge, et puis ça part en cacahuète, quoi. Donc ils m'ont dit, non, faut vous respecter le plan. Ok. Et à partir de là, j'ai compris que c'était bien d'être entouré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un architecte ou d'avoir fait bac plus 18 pour faire de l'investissement. Il faut juste comprendre les tenants, les aboutissants et pas faire n'importe quoi. Et j'ai l'impression, comme poursuivre ta pensée, qu'il faut, effectivement, c'est pas compliqué, mais il faut de la persistance, quoi. Parce que ce qui différencie toi, l'acheteur de ce bien, et un autre peut-être qui l'a vu avant toi et qui n'a pas été, c'était peut-être qu'il y avait la DA n'était pas acceptée. Il s'est dit, c'est mort. Et toi, tu as dit non, je vais quand même continuer, persévérer, essayer de voir creuser jusqu'au bout. C'est peut-être ça qui s'est passé ou... Ouais. En fait, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait en introduction de cet épisode, c'est que il y a des gens, ils vont voir le bien, mais ils vont pas réussir à se projeter puisque l'esprit peut concevoir et peut voir que ce qu'il connaît. Si tu sais pas que tu peux le diviser, typiquement sur le dernier bien dont je t'ai parlé là, qui est en train de se signer, ça aurait été du gâchis que quelqu'un d'autre l'achète, je trouve, parce qu'il n'aurait jamais vu la division. Il se serait dit, moi, je vais faire une maison classique, ça fait 110 mètres carrés, c'est très bien. Alors que moi, j'ai vu tout de suite le potentiel pour diviser. Et là, encore une fois, tu vas pouvoir optimiser vraiment d'un point de vue patrimonial ton investissement. Donc, c'est dommage de ne pas réussir à se projeter et surtout de ne pas vouloir faire face aux problématiques. Si tu es entrepreneur, si tu es investisseur, pour moi, quand tu multiplies les acquisitions, tu deviens un entrepreneur de l'immobilier. Donc, tu dois faire face à des problèmes. Là, il y avait un problème, tu le résous, tu gagnes des sous. Ouais. Et sur l'aspect fiscalité, on n'a peut-être pas évoqué, mais qu'est-ce que toi, tu l'exploites en nu, en meublé, c'est bien? Alors, ça dépend des biens. Il y a des biens que j'exploite en nu, il y a des biens que j'exploite en meublé. Ça dépend aussi des structures. Comme je te disais, moi, ce qui fait la base de mon projet, une fois que j'ai décidé, ce serait du locatif, du marchand, c'est de vraiment valider auprès de la banque le financement. Donc, si la banque me dit en SCI, je vais pouvoir être en SCI à l'IS si je veux faire du meublé ou en SCI à l'impôt sur le revenu si je veux faire du classique. Et après, ça dépend aussi des nombres de biens que j'ai achetés dans l'année pour pouvoir créer du déficit. Parce que comme tu le sais, plus tu fais des travaux, plus tu peux gommer une partie de ton imposition, même personnelle. Donc, l'idée, c'est de faire un mix entre mon imposition personnelle et la possibilité de décorréler l'imposition personnelle, de le mettre sur une société avec de la SCI à l'impôt sur les sociétés, qui te permet de séparer tes revenus perso de tes revenus issus de ton activité professionnelle. Comment tu es structuré justement là-dessus en fonction des biens? Est-ce que tu as une holding derrière qui est au-dessus qui chapeaute? Ouais, je viens de créer une holding, donc voilà, moi je vais pas vendre de rêve ou rentrer dans des trucs farfelus. Je l'ai même pas utilisé encore. L'idée, c'est de commencer à l'utiliser, je pense, cette année. L'idée, j'avais fait ça par rapport à mes sociétés plus d'exploitation qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Mais aujourd'hui, oui, ça va être de commencer à utiliser cette holding pour pouvoir faire remonter des bénéfices.
Mais après, je conseille pas trop de rentrer dans des trucs complexes. Souvent, c'est le fantasme des gens qui commencent et ils ont entendu sur YouTube ou sur un reportage, peu importe, il faut faire une holding, c'est top. Et puis voilà, ils sont fiers de dire à des repas de famille, ah bah, j'ai une holding, j'ai ci, j'ai ça. Et moi, vraiment, je préconise d'être simple et de rester basique, non propre. SCI, pour ceux qui veulent faire du locatif, c'est très bien, ça suffit. Et après, sur la SCI, déjà, vous pourrez opter pour de la SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et encore une fois, priorité, financement. Deuxième priorité, optimisation fiscale. Et pour ça, le but, c'est de comprendre à chaque fois les enjeux de ce que vous faites. Parce que l'imposition, vous la payerez. Soit vous la payerez tout de suite, soit vous la payerez à la fin. Donc, sur l'impôt sur le revenu, bien souvent, vous payerez plus tout de suite parce que vous allez gonfler vos revenus, donc votre tranche marginale d'imposition. Et sur l'impôt sur les sociétés, vous le payerez moins tout de suite, mais vous pourrez ressortir les sous moins facilement. En tout cas, vous allez devoir repasser par la case impôt. Donc, l'idée, c'est de faire, je pense, de l'impôt sur les sociétés pour faire gonfler votre patrimoine et réinvestir l'argent, parce que vous avez moins d'imposition, et faire de l'impôt sur le revenu si vous voulez profiter des bénéfices et du cash flow que vous dégagez. Ouais, l'impôt sur le revenu, c'est effectivement juste pour profiter, mais c'est pas dans la construction, on va dire, d'un patrimoine. C'est pas ça qui va te faire avancer, justement. C'est plutôt je suis le contraire, quoi. Et donc, et LMNP, c'est si tu exploites en nom propre, quoi. Ouais. Les biens en meublé, en nom propre, que tu exploites en LMNP, les autres en nu, SCI, l'IS. Et là, déficit foncier, c'est ta stratégie aussi. Tu fais des travaux. Ouais, c'est un petit peu comme tous les investisseurs, c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est que le jour où tu t'arrêtes d'investir, tu passes par la case imposition forcément. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir faire un maximum d'opérations et surtout sur les opérations qu'on va réaliser, qu'il y ait des travaux pour pouvoir créer du déficit et de la charge comptable. Après, il faut faire attention de bien distinguer les deux. C'est qu'il y a ce que vous faites d'un point de vue comptable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un déficit comptable, mais gagner de l'argent quand même. Vous allez créer des travaux. Quand vous allez générer 100 000 euros de travaux, vous êtes à l'impôt sur le revenu. C'est ces 100 000 qui vont venir être déduits tout de suite des loyers que vous encaissez et de vos revenus globaux après. Mais c'est d'un point de vue comptable. Vous allez les avoir fait avec du crédit, donc vous allez gagner de l'argent tous les mois. C'est cette mécanique qu'il faut comprendre. Et encore une fois, si tu le pratiques pas tous les jours, c'est difficile de pouvoir penser à tout, te le rappeler. Donc le but, c'est vraiment déjà de comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, tu vois, régulièrement, j'organise des challenges. Là, il y en aura un prochainement du 6 au 10 juillet, où on va faire 5 jours full investissement IMO. Recherche de biens, recherche de financement, fiscalité, gestion des travaux, gestion des locataires, pour te donner tous les premiers éléments qui vont permettre de te lancer. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a mis ça en place, c'est à toi de passer à l'action et de ne pas attendre 10 ans. Parce qu'après, c'est en faisant que tu vas avoir du résultat. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris, la formation n'a de valeur que le passage à l'action. Donc, il va falloir mettre des éléments en place pour avoir du résultat. Je reviens un petit peu à l'opérationnel, sur des projets, la stratégie qu'on avait déployée. Quelle est la chose pour toi qui est justement peut-être rédhibitoire? Ou quand on va pour faire un projet de division, qu'est-ce qui peut te faire dire ok, c'est un no-go? Est-ce que c'est peut-être que ça soit sur la typologie, ou on va dire la configuration du bien, ou même la type de zone, la tension locative, ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont importants et d'autres peut-être moins importants, quoi? Ouais. T'as des typologies de biens qui s'y prêtent pas du tout. Je vais te prendre l'exemple. T'es dans un quartier pavillonnaire, t'as que des maisons Phoenix, par exemple. Voilà, tu sais que j'ai rien contre ce type de maison, c'est juste que tu sais que c'est pas de la maison que tu vas diviser. Moi, ce que je cherche, c'est principalement de la bâtisse ancienne, la grande bâtisse, tu vois, bien carrée, bien avec beaucoup de surface, plancher. C'est ça qui va me permettre de faire mes opérations. Si tu es sur de la maison construction récente ou neuve, dans des quartiers qui se ressemblent à l'américaine où toutes les maisons sont identiques, tu pourras rien faire, tu pourras pas faire les divisions en tout cas que je souhaite. Il faut vraiment que quand vous arriviez devant la maison, vous dites « Ah, ça a la tête d'un immeuble ». Parce que tu vois, certaines maisons, elles sont tellement imposantes que tu te dis « Purée, ça, c'est pas une maison, c'est pas possible, c'est un immeuble, ce truc-là ». Et là, c'est le jackpot. Et après, tu as des maisons un peu plus traditionnelles où de l'extérieur, voilà, tu vois qu'il y a de la surface. Après, avec l'œil, tu vois rapidement ce qu'il y a la possibilité de faire. Comme je te disais, les angles de rue, par exemple, c'est ce que je vise parce que c'est beaucoup plus facile à diviser selon comment est implantée la maison par rapport à l'angle. Mais c'est souvent des opérations qui sont un peu plus faciles sur de la division. Et puis, j'aime bien quand ça monte assez haut aussi parce que c'est souvent des opérations, plus vous avez d'étages,
plus vous avez possiblement d'appart. Donc voilà. Emplacement de l'escalier, s'il n'est pas bien mis, est-ce que c'est un truc qui était trop coûteux par rapport au coût de revient de le déplacer? Pareil pour les accès, tu vois, sur la bâtisse. Il y a des fois, il y a des maisons, il y a déjà 2 accès, c'est parfait. Mais s'il y en a un à créer, comment est-ce que ça rend, ça inviabilise l'opération de se dire, genre de créer des accès, ça va être trop coûteux ou des trémies à mettre, etc. Comment tu vois ça, quoi? Tu vois, par exemple, sur le premier projet, le tout premier que j'ai fait en 2015, la maison que j'ai divisée en 2, là, c'est typiquement ça. C'est que l'escalier central, il était tout au fond de la maison. C'est-à-dire qu'il était de l'autre côté de l'entrée. Il était à l'opposé. La problématique, quand c'est comme ça, c'est que tu te dis, OK, il y a un escalier central qui dessert tous les étages, sauf qu'il est à l'opposé de la maison. Donc, c'est soit je peux faire un couloir central et diviser le rez-de-chaussée en 2 appartements, un à gauche, un à droite. Et là, c'est bon. Soit là, en l'occurrence, ça me tuait un petit peu la partie droite. Ça restait biscornu et puis il n'y avait pas assez de mètres carrés. Enfin, j'aurais pas pu faire dans cette zone un appartement qui aurait été vraiment valorisé. Ça me laissait un petit appartement de 17-18 mètres carrés. C'était un coin pavillonnaire un petit peu. C'est pas le typologie de bien qui serait loué facilement. Et l'appartement était fait bizarrement si j'aurais opté pour cette option. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Donc, la seule option qui me reste, c'est un escalier extérieur. Sauf qu'un escalier extérieur, on est sur une zone pavillonnaire. Je peux pas faire un escalier qui dessert tous les étages. Donc, je sais déjà que je peux le diviser en 2 appartements au lieu de le diviser en 3. Parce que j'avais rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, plus comble. Donc, je me suis dit, si je fais ça, je pourrais pas optimiser la division. Mais par contre, j'ai 2 beaux appartements. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un escalier extérieur. J'ai opté pour 2 beaux appartements. Donc, un qui ressemble à une maison, parce que j'avais, pour pas dire de conneries, je pense aux plus de 150 mètres carrés. Et après, en bas, il me restait un appartement de 65 mètres carrés. Donc, j'ai pu valoriser l'appartement du haut comme une maison un petit peu, parce qu'il y a un jardin aussi avec. Et puis, il n'y avait rien à faire, comme j'avais refait tous les travaux. Voilà, l'appartement était nickel. Est-ce que aussi, en termes pour se positionner sur des secteurs, il y a de la data qui peut t'aider, toi, à rapidement te dire si ça vaut le coup? Et là, je pense, peut-être le cas aussi pour du locatif, dans ce genre de projet, mais tu vois, typiquement, en marchand, des fois, tu as des zones où le prix des maisons est plus cher que le prix des appartes. Et il y a des zones où c'est complètement le contraire. Donc, si tu veux faire des apparts, justement, en divisant des maisons, tu te retrouves à perdre d'argent parce que, en fait, c'est moins bien valorisé. C'est même un peu le schéma dans ce que tu veux. En fait, ce qu'il faut faire attention, je pense, c'est que ce que tu crées, ça soit cohérent avec le marché. Comme tu dis, il y a des zones où il n'y a pas d'appartement, où l'appartement est moins bien valorisé. Tu ne vas pas aller diviser une maison dans ces zones-là parce que tu peux le regarder sur des outils comme Se Loger, où tu vois par rapport à la population le pourcentage qui sont locataires, qui sont propriétaires, s'ils sont plus propriétaires de maisons ou locataires de maisons ou d'appartements et quelle surface est préconisée. Si tu es, je te dis par exemple, en province et que les appartements font en moyenne 100 mètres carrés, toi tu divises une maison et tu nous fais des appartements de 20 mètres carrés, tu vois, tu vas pas trouver preneur parce que les gens, ils veulent des plus grandes surfaces, ils veulent des maisons. Toi, tu as créé un appart et en plus, il fait 5 fois moins que la typologie d'appart. Donc, il faut faire très attention à ça. Ouais, tu regardes ça quand même en termes de... Du coup, c'est quoi les outils que tu utilises, les cartes meilleurs agents? Se Loger, meilleur agent, Papersimo maintenant aussi. Ouais, c'est bien ça. Je l'utilisais pas jusqu'à présent, mais tu vois, là, je commence à l'utiliser à fond parce que tu as vraiment énormément d'infos et même beaucoup plus d'infos que sur DVF. Donc, j'utilise, c'est principalement ça avec Google Maps et le site du cadastre. Je pense que ça, c'est vraiment les sites gagnants quand tu veux investir, que ça soit dans du locatif ou du marchand. Je pense que ces 5 sites-là, c'est vraiment le top. Avant de terminer, puis je voulais te le relancer sur une dernière question financement. Je sais que tu kiffes, c'est toujours intéressant. Mais est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié peut-être sur la stratégie même dont on a parlé, des choses peut-être que les gens ont en tête et des fausses croyances ou des trucs qu'on a oubliés? On a quand même beaucoup couvert le truc. Ouais, souvent en fait la croyance ça va être que c'est difficile, alors qu'en réalité dès l'instant que tu as visualisé un projet, même pas forcément que tu l'as fait, mais que tu as compris la méthodologie et surtout comment on pouvait voir ce que tu dois repérer pour diviser. Donc ce que tu dois repérer, c'est le plus de surface possible. Et après, les choses les plus délicates dans une division, ça va être d'avoir les places de stationnement pour faire une division officielle. Donc ça, dès que vous l'aurez compris aussi, c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Et les évacuations, comprendre que c'est beaucoup plus facile si vous faites par exemple une division verticale
avec chaque palier, avoir les colonnes d'évacuation qui passent pour chaque appartement et tu devras mettre tes toilettes, tes salles de bain, tes cuisines là où il y a les évacuations. Donc, il y a des petits points de détail comme ça à faire attention, mais qui restent vraiment très, très, très simples, d'autant plus que c'est pas vous l'artisan. Donc, vous allez vous entourer d'une équipe et que l'équipe doit être avertie, vous donner les bons conseils. Donc, l'artisan doit être en mesure de vous délivrer les conseils pour faire cette typologie d'opération. Donc, non, je pense que c'est très simple. Il faut juste le visualiser une fois. Et après, que ça soit cette stratégie, parce qu'on a parlé de celle-ci, mais il en existe plein d'autres, que ça soit la colocation, la location courte durée. Voilà. Il faut que juste la stratégie que vous allez choisir soit en adéquation avec votre objectif. Donc, définissez bien votre objectif. Est-ce que c'est un objectif de cash flow, donc de bénéfice, d'avoir de l'argent tout de suite? Est-ce que c'est un objectif patrimonial? Que ça soit l'un ou l'autre, chiffrez votre objectif. Ok, je veux gagner de l'argent, mais je veux gagner combien tous les mois? 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, peu importe ce que vous voulez faire, mais définissez votre objectif de façon chiffrée et sur quelle durée. Moi, je veux avoir 2 000 euros par mois d'ici 5 ans. Ok. Donc là, tu décomposes, tu sais que tu vas pouvoir faire plusieurs opérations, que tous les ans, tu peux peut-être partir et te dire, ok, moi, je veux 2 000 euros, donc tous les ans, il va falloir que je génère 400 euros de cash flow pour arriver, au bout de 5 ans, à mes 2 000 euros par mois. Mais décomposez bien l'opération. Une fois que vous avez fait ça, cherchez le bien, trouvez le bien, faites vraiment valider votre projet par l'artisan et un architecte si vous avez besoin pour une division, mais vous pourrez le faire aussi seul au début si vous vous lancez et que vous ne voulez pas forcément payer. Il faut juste comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de l'opération. Et puis voilà, comme en parallèle, vous avez cherché un partenaire bancaire, vous aurez déjà le financement. Tu vois, moi, je sais déjà sur la dernière OP que je suis financé parce que comme je travaille en permanence avec des différents partenaires, là, j'ai déjà sollicité un partenaire. Je lui ai dit, voilà l'OP, est-ce que toi, ça te va si on avance ensemble dessus? Oui, pas de souci. Tant que j'ai la délégation, donc tant que tu restes en dessous les 300 000, ça reste sous ma bénédiction, entre guillemets. C'est moi qui vais valider, donc on avance. Et une fois que vous avez fait ça, on y va. Vous avez posé toutes les bases, vous avez eu votre financement, commencez les travaux, et puis après, mise en location avec des systèmes aujourd'hui de garantie pour ceux qui ont peur des loyers impayés. Déjà, ça représente que 3% du parc immobilier. Et vous allez pouvoir vous prémunir de loyers impayés, des assurances garanties loyers impayés avec Visal, avec quelqu'un qui se porte caution pour le locataire. Donc, il existe plein de moyens en 2025. Voilà, vous ne devez plus avoir d'impayés de loyer. Yes. La question pour moi, pour le financement, c'est celle que j'entends beaucoup. C'est je suis arrivé au plafond de mon endettement, je peux plus prendre de nouveaux financements, j'ai des opportunités qui arrivent, mais je peux pas les concrétiser. Donc toi et moi, on sait que c'est pas aussi noir ou blanc, et à mon avis, il y a des trucs à faire. Et justement, quand on est dans cette situation-là, on a tendance à peut-être aller trop vite sur des options B, c'est-à-dire on va arbitrer pour pouvoir se dégager un peu de cash ou se désendetter. On passe peut-être pas assez de temps sur d'autres types de leviers qu'on pourrait avoir. Et est-ce que pour toi, est-ce que tu peux les énumérer et nous dire, voilà, quand on arrive, on pense à la perception d'être au taquet en termes d'endettement, quels sont les leviers qu'on peut lever et quand, quoi? Ouais, il y en a plein. On pense souvent être bloqué par ces 35% d'endettement. En réalité, il y a zéro blocage, sinon tu pourrais pas avoir plus de 2-3 biens, donc personne ne pourra en avoir plus de 2-3. Au bout de 2-3, 90% de la population arrive au-delà des 35%. Donc la possibilité, il en existe plein. Déjà, tu peux faire partie des 20% de dossiers pour lesquels la banque a le droit de déroger. C'est-à-dire que la banque a le droit pour 20% de ses dossiers d'aller au-delà de ces 35%. Donc elle va le faire prioritairement pour qui? Pour ses bons clients. D'où l'importance de travailler sur le partenaire bancaire en amont de l'opération et de ne pas attendre d'avoir signé un compromis pour se laisser plusieurs possibilités au travers plusieurs banques. Donc il faut travailler plusieurs banques. Et là, les gens vont me dire, ah oui, mais on n'a qu'un salaire, on ne peut pas le domicilier partout. La banque, ce qu'ils attendent, c'est pas que tu domicilies ton salaire. C'est que tu mettes des fonds et que tu te serves de ces fonds. C'est-à-dire que tu aies une carte bancaire, tu fasses des opérations. La banque, elle touche des commissions sur les opérations que vous faites, donc sur les flux qui rentrent et les flux qui sortent. Si vous jouez le jeu là-dessus, la banque sera contente parce qu'il y a des mouvements de compte, votre compte mouvemente. Ça vous permet aussi d'améliorer votre note bancaire. Plus votre note bancaire est haute, plus la banque va pouvoir vous financer. Donc ça, c'est un premier élément. Faire partie des bons clients pour que la banque puisse déroger sur votre dossier. Deuxième élément que vous allez pouvoir avoir, c'est dès l'instant que vous avez passé sur une structure professionnelle, donc comme une SCI ou une société commerciale, SAS, SARL, la banque n'est plus encadrée par les contraintes des 35%. Là encore, des gens vont me dire « Ah bah si, moi j'ai demandé à mon banquier, il m'a dit en SCI, c'est pareil. » Oui, ça dépend de votre interlocuteur.
C'est-à-dire que si votre banquier ou votre banquière veut vous financer, vous verrez comme par magie que vous ne ferez plus partie des gens pour lesquels elle va regarder les 35% d'endettement en SCI. Donc la SCI peut être un moyen de contourner aussi les 35%. Et une autre astuce que je vais te partager, ça c'est la magie des investisseurs, c'est le prêt professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont te financer même pour de l'IMO sur des prêts pro. Donc ces prêts ne sont pas encadrés non plus par les normes et les critères du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière. Donc tu n'es plus régi pour les 35% d'endettement. Donc du coup, tu vas pouvoir continuer à te faire financer grâce à du prêt professionnel. La seule contrainte, c'est que bien souvent sur des prêts pro, la durée de 15 ans, l'apport est plus conséquent entre 20 et 30%. Donc ça peut être une problématique. Tu me dis, Christophe, quel est l'intérêt de le faire? C'est que déjà, tes biens vont s'amortir beaucoup plus vite, donc tu vas rembourser beaucoup plus, donc tu vas te créer un patrimoine net beaucoup plus important, plus rapidement. Et l'autre avantage, c'est que tu as des banques un peu moins traditionnelles, et ça je le dirai lors du challenge, qui peuvent vous financer sur du prêt professionnel sur 25 ans, sans apport et en SCI. Ça veut dire que le taux est un peu plus élevé. En revanche, ils vous financent sans cette limite de 35%. Vous mettez 0 € d'apport et vous pouvez emprunter sur 25 ans. Ouais, c'est là que tu vois que c'est vraiment du commerce, la banque. Ah ouais. C'est de la folie, quoi. C'est un commerce, comme tu dis. Ouais, c'est des commerciaux que tu as en face, c'est du commerce. Ils sont là pour faire du business aussi. Après, il y a des obligations légales et des contraintes en termes de réglementation. Tu peux pas faire n'importe quoi. Par exemple, pour des gens qui voudraient investir sur des PEA, des comptes titres, tu as des questionnaires pour savoir quel profil d'investisseur tu es. Mais sinon, ce n'est effectivement que du commerce. Si le seuil des 35%, c'est plus le seuil pour les investisseurs qui sont un peu avisés, comme on est en train de les éduquer aujourd'hui, c'est quoi le seuil néanmoins peut-être top auquel tu penses quand même qu'il y a une limite, ou est-ce qu'il n'y en a vraiment pas en termes d'endettement? Tu peux vraiment piler de la dette. Et je parle pas de trucs d'audi, tu vois, de doublette ou autre. Mais non. Ouais. Pour moi, il y a zéro limite. Tu n'as pas de limite à partir du moment où tu fais pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu le vois, avec des gros investisseurs aujourd'hui, quand ils arrivent dans les banques leur mettent à disposition une enveloppe d'argent, 2-3 millions, et leur disent, voilà, tu as 2-3 millions, maintenant tu peux ramener les opérations, on te finance jusqu'à hauteur de ce montant-là. Et c'est des gens qui ont déjà beaucoup de biens. La banque, elle te fait confiance, elle te finance par rapport à un risque. C'est que de la gestion de risque. À partir du moment où elle voit que tu es quelqu'un qui est cohérent, qui croit en ton projet, elle va te financer, il n'y a pas cette notion de limite. Ou alors, c'est vraiment que tu n'as pas le bon interlocuteur. Il faut savoir que toutes les banques changent de politique tous les mois. C'est-à-dire, tous les mois, les cartes sont redistribuées. Et même si une banque t'a dit non au mois de février, aujourd'hui, si on est au mois de mai ou au mois de juin, et que tu vas solliciter la même banque avec le même dossier, elle peut te dire oui. Donc, ce n'est qu'une question de politique. Et en fonction de cette politique que la banque a décidé, on finance pas, on finance les SCI, on finance le nom propre. Et tu as ta chance et tu as l'opportunité de te faire financer. C'est quoi tu parlais des bonnes pratiques, de voir le banquier en amont, très en amont, même au niveau avant d'avoir trouvé le projet. C'est quoi les bonnes pratiques en termes relationnels avec le banquier? C'est tous les mois leur passer un petit bonjour, faut pas que ça ait l'air surfait non plus. Comment tu fais au quotidien en fait? Est-ce que tu as un CRM du banquier? Est-ce que tu as 100 banques? Ça fait beaucoup quand même, c'est du taf. Ouais. Alors, tu n'es pas obligé d'en avoir 100, hein, j'en ai pas 100, heureusement, aujourd'hui. Mais oui, j'essaye toujours d'avoir une relation. Et c'est pareil, c'est du business, mais tu vois, j'imagine que tu fais de l'immobilier parce que tu aimes l'immobilier. C'est pareil, aujourd'hui, tu fais un podcast, il y a des gens avec qui tu as un relationnel qui va être mieux qu'avec d'autres. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, et c'est pareil dans la vie d'un investisseur. Moi, les banquiers avec qui je m'entends bien, ou les bancaires, les fois où je vais les voir, c'est pour aller manger au resto avec eux. Donc, écoute, là, on va manger ensemble, je te présenterai mon projet en même temps, on passe un bon moment, je lui présente mon projet, mais après, je passe à autre chose. Ok, tu fais quoi en ce moment? Tu as des projets? Le but, c'est de discuter, c'est un échange avec les gens, c'est du relationnel. Tu vas pas aller au restaurant pour prendre un 0,6. Le but, c'est vraiment de nouer du contact et d'avoir quelque chose de fort. Donc, tu n'es pas obligé de le faire tous les mois, mais régulièrement, même les directrices ou les directeurs avec qui je vais pas manger, je leur passe un petit coup de fil, effectivement, comme tu as dit, pour prendre des nouvelles. Ça va et tout, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu as des projets, tu es parti en vacances, quelles sont les conditions de financement? Tu peux aussi leur poser la question, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est de pas tourner toujours autour de la banque, il y a vraiment un côté relationnel. Et comme dans le business, comme avec les agents IMO, c'est pareil, avoir toujours une relation et les relancer régulièrement. Comment ça va? Tes enfants, ça va? Et prendre des nouvelles, comme tu pourrais le faire avec un ami ou avec quelqu'un de la famille.
Ouais, mais c'est vrai qu'on le fait pas assez souvent, ça, je pense. Même si je pense que peu de monde le fait. Ouais. Et les gens, on est tous comme ça, on est des humains. On va appeler quelqu'un Quand on a besoin. ouais, quand on a besoin. Et ça, je pense qu'il faut pas. Et c'est intéressant aussi de développer ton réseau. Et tu vois, la dernière fois, on a été manger ensemble. C'est important que ça soit pas que quand tu as besoin, que tu sollicites quelqu'un. Ça soit plutôt de temps en temps. Coucou, c'est moi. Comment tu vas? Comment tu développes? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des projets? Comment je peux t'aider aussi? Voilà, c'est bien de. C'est comme ça que tu vas avoir des relations de qualité. Surtout quand tu es investisseur et que tu as besoin de tellement de partenaires partout que tu étais complètement dépendant de ces relations sont cruciales, quoi. Le réseau, il est vraiment crucial dans l'activité d'investisseur, quoi. C'est clair. Tu vois, il y a l'organisme aujourd'hui de formation, d'accompagnement de GS sur l'IMO. Il y a des gens qui m'ont sollicité il y a 3-4 ans par WhatsApp, parce que je donne mon numéro à tout le monde. Ouais. Donc, il y a des gens qui m'ont sollicité il y a 3-4 ans pour un conseil et à qui j'ai répondu il y a 3-4 ans et aujourd'hui avec qui je fais du business maintenant 3-4 ans après. Parce que ils se souviennent quand je lui ai demandé, il m'a pas envoyé chier, quoi. Il m'a répondu à ma question. Ouais, le long terme toujours, quoi. Et puis le fait de donner avant de... Ouais. Trop de gens veulent recevoir mais ils veulent pas donner. Je pense qu'il faut donner et sur la masse de ce que tu donnes, il y aura forcément des retombées, faut pas le faire pour ça. Mais je pense que on te le rend après. Où est-ce que tu peux renvoyer les gens qui veulent participer au challenge prochain? Sur le lien que tu mettras juste en dessous, sur mon Instagram, on aura un lien sur le profil qui leur permettront de s'engager. Puis sinon, on envoie un message directement sur Instagram ou sur YouTube et on répondra avec plaisir, on les redirigera vers le challenge. Donc, c'est vraiment 5 jours pour un passage à l'action. Donc, pour tous ceux qui veulent investir dans du locatif, on va aborder toutes les étapes, tous les points cruciaux, même si vous voulez pas faire de la division, mais vous privilégiez la colocation, de la location courte durée. On abordera toutes ces thématiques-là. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, générer du cash flow et vous constituer un patrimoine, c'est l'endroit où vous devez être. Donc c'est un événement gratuit? Totalement gratuit, totalement en ligne, tous les soirs, pendant chaque une jour semaine. Un thème et chaque jour un thème, une étape. Chaque jour un professionnel qui intervient. Encore une fois, le but de l'IMO, c'est vraiment de s'entourer de professionnels. Si tu as une équipe de pros, tout va bien se passer. Si tu veux faire du bricolage, c'est comme tout, tu risques d'avoir des accidents. Donc 100% gratuit, 100% en ligne. Très bon mot de la fin. Merci Paco pour l'invitation. Merci à toi, à très bientôt. Allez, ciao. Ciao. Il y a un épisode que je te recommande d'écouter ou de voir sur le même thème de division de maison. C'est l'épisode 59 avec Christelle Félix. Et si tu es encore avec moi à ce stade, c'est sûrement que cet épisode t'a plu. Alors pense à t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne rien rater des prochains épisodes. Bonne découverte et bonne semaine à toi.